votre analyse, c'est laquelle sur les 53,66%? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? C'est une majorité absolue, on est d'accord là-dessus, mais qui est quand même en baisse par rapport aux élections dernières. Si on met de côté, entre guillemets ou entre parenthèses, 92, 2004, 2011, 2018, c'était raz-de-marée, il n'y avait pas de débat. Cette fois-ci, selon les analyses du docteur Zanga, c'est du juste, proche même du 50-50. C'est quoi Bon, la victoire, effectivement, du président Paul Biya avec le résultat de 53,66% reflète que nous sommes vraiment en démocratie. Parce que avoir les scores staliniens, les scores à la soviétique, qui vous réjouissait hier, réjouissait, certes, réjouissait, n'est-ce pas, beaucoup de militants, mais il faut savoir que les choses ont évolué et il faut peut-être que les gens comprennent que nous sommes en train de nous inscrire en démocratie. Et en démocratie, il faut respecter, n'est-ce pas, les principes et les règles de la démocratie. Donc avoir 53%, je crois que c'est une bonne victoire dans un pays démocratique. Ça signifie que les populations se sont exprimées et la majorité l'a emporté, comme on a souvent... j'ai eu à faire, n'est-ce pas, des simples calculs sur les 2 479 419 000 que le président Paul Biya a eu. C'est un score, c'est-à-dire que même si on enlevait toutes les voix de l'extrême nord, dont les 300 000 voix, et que Paul Biya aurait 0 là-bas, Biya allait l'emporter toujours. Et si on les attribuait à Itiroma? Même si on enlevait... Non, il a déjà eu ses voix. Il a déjà eu ses voix. D'accord. Il a déjà eu ses voix. Même si on enlevait toutes les voix qu'on a eues dans le nord-ouest, donc c'est également près de 300 000. Le Paul Biya serait toujours gagnant. Donc, votre lecture, c'est... Donc si on enlève les voix, n'est-ce pas, et de l'extrême nord, et du nord-ouest, et du sud-ouest, Paul Biya est toujours gagnant. Ça signifie que, les chiffres n'ont pas été traficotés comme les gens le pensent et que la victoire du président est une victoire réelle, une victoire sans bavure, une victoire qui reflète que nous sommes dans une démocratie et que les citoyens sont libres, n'est-ce pas, de choisir chacun son candidat. Alors vous restez sur l'arithmétique là. Vous considérez que c'est sans bavure quand on est à 53 et que l'opposition est à 42 par exemple? C'est sans bavure? Non, c'est sans bavure. C'est sans bavure. Moi, je crois qu'il faut de plus en plus, il faut que vous soyez un peu démocratique. On est démocratique, on n'a pas contesté la victoire. C'est-à-dire que les règles démocratiques signifient que quand la majorité l'emporte, même si c'est avec un pourcentage d'1% en plus. Mais vous partez de là où le suivant était généralement extrêmement. C'est extrêmement important. Le fossé s'est réduit. C'est extrêmement important. Le fossé s'est réduit pour plusieurs raisons. En 2025. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai dit que nous sommes d'abord dans une démocratie. On est d'accord là-dessus. Maintenant, c'était aussi la démocratie. Oui, c'est ça. Non. Ce n'était pas la même chose. Plus on avance dans le temps, plus la démocratie se perfectionne. Maintenant... Dans les 70% là, c'est parce que la démocratie n'était pas perfectionnée. Non, je dis que c'est parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui interviennent. On surveille mieux le vote aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Il y a des facteurs qui ont changé. Il y a des facteurs qui interviennent. Oui. Les facteurs qui interviennent, il y a d'abord le fait que, vous savez, ces résultats montrent qu'il y a, n'est-ce pas, au-delà de tout, une véritable fracture entre les populations et les intellectuels. J'ai eu à le dire, n'est-ce pas, ici sur votre plateau, entre les populations et les intellectuels de manière générale. Ça, il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire que les intellectuels, toutes tendances confondues, que ce soit dans le RDPC ou de l'opposition, il y a une véritable fracture. Parce que dans le RDPC, on fait la différence entre les intellectuels et les autres. Il y a une véritable fracture, n'est-ce pas, entre les citoyens et les intellectuels. Pourquoi je crois que l'analyste l'a dit tout à l'heure. Sur les 8 millions d'électeurs qui étaient inscrits, on a d'abord eu un fort taux d'abstention. À côté, n'est-ce pas, du fort taux d'abstention, il y a n'est-ce pas, les bulletins blancs qui ont également intervenu. À côté de ça, il y a des choses qu'on doit vous avouer. Vous savez, lorsque en 2020, nous avons fait, dans le cadre du RDPC, nous avons fait le sommier. Le sommier, la base électorale du RDPC
était une base qui a une population qui peut avoisiner pratiquement les 4 millions, les 4 millions et demi. Et on voit donc une très grande partie, n'est-ce pas, qui sont militants du RDPC, qui ne sont pas déplacés pour aller voter. Donc, ils ont fait abstention, à côté de ceux qui ne se sont ceux qui ont fait abstention. Donc vous reconnaissez qu'à l'intérieur du parti, il y en a qui n'ont pas voté pour Paul Biya. Oui, oui, je reconnais, parce que vous ne pouvez pas prendre un quartier. Vous savez que dans les quartiers, lorsque on faisait notre sommier politique, pour avoir une sous-section, c'est 200, au moins 250 à 300 personnes pour avoir une sous-section. Selon les chiffres, selon, n'est-ce pas, la disposition stratégique de l'installation d'une sous-section. Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, dans certaines villes comme à Douala, que dans certains quartiers, dans certains bureaux de vote, nous nous sommes retrouvés, et que dans l'ensemble même de la ville de Douala, nous nous sommes retrouvés peut-être à 15%, et que dans une ville comme à Bafoussam, comme ça, dans l'ensemble du vote, nous nous sommes retrouvés à 13%. Mais vous comprenez que ça a été un vote. Ça a été un vote. Oui, ça a été un vote assez dur, très dur contre le parti. Et vous comprenez, ça c'est des statistiques qu'il faut respecter. Qu'il faut vraiment respecter. Que le parti a été dur envers lui-même. Voilà, que les militants du parti, qu'il y a eu des militants du parti qui n'ont pas respecté, n'est-ce pas, qui ont voté selon leur âme et conscience et qui ont choisi certainement d'autres candidats, à défaut de ceux qui n'ont pas choisi. Ça, c'est des choses que nous ne devons pas nous cacher. Pourquoi? Parce que c'est une véritable leçon, un véritable enseignement que nous prenons après ce vote. Et je crois qu'il sera question que les responsables du niveau stratégique du parti, n'est-ce pas, qu'on puisse s'asseoir pour définir, peut-être que c'est ce qui a manqué. Réorienter. Et le parti ne s'est pas assis avant les élections. Oui, c'est vrai que le parti n'a pas eu ça. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Vous êtes allé aux élections. On s'est simplement la toute puissance sur ce qui s'est passé en 2020. En 2020. Et on croyait effectivement que ça pouvait marcher. En plus, on a quand même eu des alliés. Il y a eu des alliés, c'est-à-dire que dans certaines parties, dans certaines régions, il y a eu des alliés. À l'extrême nord, je pense au MDR, je pense à l'ANDP, je pense au parti de Yérim Adéo à Maroua, la CC, je pense, n'est-ce pas, au parti de Salmana à Maroua. Donc, qui ont quand même... Les partis jeunes de 2 semaines, un mois. Oui, qui sont partis là. Oui, c'est ça qui sont battus, comme ils sont battus pour avoir effectivement. Et puis dans le Grand Sud, il faut également avouer qu'il y a des partis comme l'UPC qui sont battus dans l'Union Ekele où le RDPC a été victorieux. Il y a des partis qui ont mouillé le maillot, vous comprenez, parce que le RDPC n'est pas allé seul à cette campagne. Il y a eu des partis alliés. Il faut compter qu'en plus, n'est-ce pas, des candidats du parti, en plus des militants du parti RDPC, il y a d'autres militants qui se sont groupés. Donc, je crois que l'ensemble de ces résultats, région par région, donne, n'est-ce pas, des enseignements pour chaque région. C'est plus une victoire à questionner qu'à célébrer, finalement. Toute victoire est une remise en question pour les hommes politiques qui se veulent effectivement sérieux. Lorsque vous allez à un examen comme celui-ci, que vous avez gagné, vous devez, n'est-ce pas, à la sortie, à la fin, mettre, n'est-ce pas, tous les résultats sur le plateau, travailler pour voir dans quelle mesure, la prochaine fois, vous devez faire en sorte que, n'est-ce pas, avoir une victoire beaucoup plus grande, une victoire sans bavure, parce que lorsque nous faisons politique, c'est essentiellement ça. Il faut donc, quand je finis mon propos, n'est-ce pas, demander à ce que les jeunes qui sont en train, effectivement, de faire des violences, qu'ils cessent, parce qu'il faut qu'ils respectent qu'ils sont en démocratie et que dès lors que la majorité s'est prononcée, il faut accepter le verdict des urnes, il faut accepter le verdict que le Conseil constitutionnel a donné. Il faut accepter que la majorité du peuple camerounais s'est prononcée et plutôt repenser comment, n'est-ce pas, améliorer dans l'avenir ce que nous faisons chacun à son niveau, au niveau politique. Sous certains cieux, Timothée Somba, face à une victoire d'un candidat aux affaires depuis plusieurs années, qui a toujours tout gagné avec panache, sous certains cieux, on qualifie ce score de petite victoire. Est-ce qu'on peut le dire au Cameroun? Non.
même le représentant du RDPC sera peut-être surpris par mon approche. Moi, j'aimerais beaucoup féliciter le RDPC. Ah, d'accord. Comme Christian Bracchioni disait, les chiffres sont comme les bikinis. Ce qu'elles cachent est plus important que ce qu'elles suggèrent. Les bikinis. Moi, je ne me laisserai pas aller. On a bien les images. Hein. Les chiffres sont comme les chiffres sont comme les bikinis. D'accord, le truc que ce qui est caché est plus important. Oui. Bikini, c'est ce que les femmes ont voilà. à la piscine. Oui. Ça couvre les seins. Ça couvre une partie du bas. Une partie du bas. D'accord. On se rend compte que ce qui est caché est plus important que ce qui est suggéré. D'accord. Même si on les cache de moins en moins. Et c'est comme ça que les chiffres sont. Donc, je ne me laisserai pas aller à une analyse lapidaire. Pourquoi? Lorsque je regarde la tectonique de l'élection présidentielle de 2025, je la différencie en plusieurs points de 2018, qui sera la base de mon analyse. Oui. Rapidement, on dit tous taux d'abstention élevé, machin, ce qui n'est pas vrai. Le taux d'abstention de 2025 est en deçà de celui de 2018. Le taux de participation de 2018 est de 53%, alors que le taux de participation de 2025 est de 57%. Oui. Il y a gradation. Et si on applique la politique du bikini? J'y viens. Parce que tout le monde est allé très vite en besogne, selon moi. On n'est pas allé au fond de l'affaire. Maintenant, pourquoi est-ce que je félicite le RDPC? Parce que le RDPC vient de démontrer qu'il n'a pas besoin d'un type d'allié. Avec des alliés représentés dans les communes et au Parlement, le RDPC était à 71% en 2018. Avec 2 500 000 électeurs. Or, sans ces alliés qui ont démissionné, le RDPC en 2025 est à 53%, mais avec 2 400 000 électeurs. Le RDPC reste constant et fort. Parce que ces alliés qui sont partis ne pourront plus faire de chantage. Pour gagner, on n'a pas besoin de vous. Je ne dis pas que... je ne parle pas en tant qu'RDPC. On est dans la logique du bikini. Hein. Voilà. C'est vous qui savez. Oui. Donc, dans vous, il n'y a pas de vous même. Voilà. Le RDPC n'a pas besoin de ses alliés pour gagner. Le RDPC, en 2025, s'est montré plus fort qu'en 2018. Ça, c'est une lecture dans la généralité. Alors, on est en 2,5 millions. 2,5 millions en 2018 et 2,4 millions en 2025. Mais il y a quand même une baisse. Oui, il y a baisse. La baisse est liée au fait que ces alliés... On est comme les gens disent qu'il a eu 10,5 et puis il a 10,3, oui. Donc il a toujours 10. Ça. Mais il ne faut pas rester uniquement sur les chiffres. Il faut les questionner. Oui, c'est ce qu'on veut faire. Et voilà. Et en les questionnant, moi je me rends compte que le RDPC est resté fort. Parce qu'il avait des alliés qui, in fine, n'apportaient pas grand-chose. Si tout seul, avec des petits partis que je qualifie de partis nébuleux, parce que tous les autres partis qu'on a cités là, le G20, le G48, c'est des partis, vraiment j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ils ne valent pas grand-chose. C'est avec eux qu'on a 53%. Avec vous qui êtes au Parlement, qui avez des fiefs, on a 53%, on a 61%. Ça veut dire qu'on peut gagner sans vous. Donc moi je m'attends à ce que le prochain... Le RDPC a donc gagné. Le RDPC a donc gagné sans ses alliés. Je m'attends donc à ce que le prochain gouvernement récompense les gens du RDPC, fidèles, loyaux, qui travaillent, et qu'on ne traite plus avec des gens qui sont là pour la figuration, mais qui ne travaillent pas pour le RDPC, qui se servent du RDPC pour leurs intérêts personnels. Première approche. Sauf qu'on est quand même à 53%. Oui. C'est donc pour ça que, après avoir fait cette lecture synthétique, je suis obligé de faire la lecture spécifique par zone. Le mythe des bastions électorales, où il y avait des 100% est tombé. Il y a eu comme une sorte de sentiment anti-élite qui est perceptible à double vitesse. Les élites qu'on aime et qui travaillent ont fait des scores. C'est la raison pour laquelle comme aussi, davantage comme le PM Joseph Dion Gouté, il a travaillé où? Qui plafonne à 98%. Dans le nord-ouest.
Sud-Ouest, dans Dans le l'Ondian, sud-ouest. oui, qui a 98%. Oui, c'est lui c'est le premier département en termes de vote, D'accord. en termes de plébiscite. D'accord. Voilà, donc, des élites qui travaillent comme ça ont réalisé des scores. Il y aura, on va donc citer Joseph Lé, on va citer l'Union Infumu, on va citer la Mofouafamba 3e, on va citer l'Union Infumu 4e. Le oignon. Le Oignon et autres. Donc, il y a des RDP6 qui travaillent, qui sont acceptés par la base. Il y a des RDP6 qui littéralement ont été rejetés au nid. Et parmi les RDP6 qui ont été rejetés, j'ai fait une autre lecture. Les politiciens par décret ont été plus rejetés que les hommes politiques de base. Qui ont fait les classes. Qui ont fait leur classe. Et vous observez très bien, on avait déjà eu ces débats ailleurs, le secrétaire général du comité central. que les politiciens par décret sont l'un des gros problèmes au sein du RDPC. Parce qu'ils ne doivent pas leur poste à leur ancrage politique, à leur capacité de mobilisation, mais ils doivent leur poste à une autre logique. Peut-être la compétence, je préfère dire peut-être la compétence, ou peut-être le réseau. Alors vous voyez que ce sont eux qui viennent constituer le boulet que le RDPC est obligé d'assumer. Si je prends le cas de l'Ouest, les hauts plateaux, le RDPC a gagné là-bas. Le Kunki, c'est Madeleine Tuente, femme politique à la base, le RDPC a gagné. L'Indé, c'est Kecha Koutez, le RDPC a gagné. Sur les 8 départements de l'Ouest, les 3 où le RDPC a gagné, c'est là où les représentants sont des hommes politiques. Avant d'entrer au gouvernement, ce sont des hommes politiques. Ceux qui sont les politiciens par décret, si je prends le cas de Baham. À Baham, on a le professeur Luc Sinjou, on a le professeur Lucien aussi beaucoup. Hein. Non, je fais comme ça. C'est quand même le fief d'un leader. Non, mais en 2018, le RDPC a gagné à Baham. Incroyablement. Le chef supérieur qui est sénateur est de Baham. Donc vous voyez que avec le chef supérieur, avec 2 politiciens par décret, le RDPC est tombé. Donc, lorsqu'on traverse donc le miroir et qu'on va au fond, on se rend compte qu'effectivement, il y a un aggiornamento que le RDPC doit opérer. Mais c'est un aggiornamento, non pas de tristesse, c'est un aggiornamento davantage intrinsèque au parti. Mais on reconnaît quand même que, justement, pour aborder cette question, on reconnaît quand même que le score aujourd'hui est le reflet de quelques errements dans le parti, quelques manquements dans le parti, quelques choix stratégiques mal opérés dans le parti. Des choix stratégiques de trop d'ouverture. Trop d'ouverture. La nécessité de vouloir d'ouverture. Le voisin a plutôt parlé des intellectuels du parti qui sont un problème. Je viens de les qualifier de politiciens par décret pour certains. Oui. L'hyper-ouverture du RDPC a trop vouloir fonctionner avec des alliés. Parce qu'ils se gargarisent souvent en disant le RDPC ne gouverne pas seul, on ouvre. Or, vous ouvrez aux gens qui clament votre nom sur les lèvres, mais qui pensent autre chose dans le cœur. Et ça s'est traduit sur le terrain. Je vais reprendre la citation de Michel-Ange Anguine qui dit que si vous perdez dans votre département, dans votre arrondissement, dans votre village, c'est que votre soutien au président Paul Biya est questionnable. Mais si vous êtes efficace dans la réalisation de votre cahier de charges en tant que ministre, et si vous êtes efficace et que vous perdez dans votre village, on retient quoi? Que vous êtes impopulaire, vous êtes chiche, parce que certains sont taxés d'impopulaires parce qu'ils n'ont pas la main facile. Je vais citer. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire la fine bouche. Quand vous allez dans l'Extrême Nord, il va me pardonner, il fera peut-être un droit de réponse. On vous dit que le ministre Mounouna Foutso, tous les projets de financement des jeunes sont attribués aux ressortissants de son village. On ne veut pas de procès. Voilà. On ne veut pas de procès. Ça, c'est les témoignages de terrain. On ne veut pas de procès. On ne veut pas de procès. Ça veut dire que c'est questionnable. Hein. Vous allez nous rappeler le discours du directeur du cabinet du PAN. Est-ce que c'est ça qui est donc utile? Le discours du cabinet, on va avancer, s'il vous plaît. Le discours du cabinet du PAN, justement, était un élément public. On va avancer. Parce que ça, c'est une enquête de terrain, des témoignages de haute personnalité. Oui, qui justifient le fait que dans l'Extrême Nord, le score est justement flanché. Parce que j'ai dit, mais à l'Extrême Nord, vous avez tel. Il me répond, non. On a ça, c'est ce que vous voyez tant là-bas.
Mais ici, il y a des micro-discriminations qui on va avancer. fragilisent Il y a le donc parti. le choix des représentants qui pourrait être un problème. 2 ou 3 messages et puis on repart sur notre question. Bonsoir le panel. Je suis dessus de certaines analyses. Paul Biya n'aime pas le Cameroun dans la mesure. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pendant qu'il avait toute... on veut que vous posiez des questions, que vous argumentiez. Comment comprendre le score du président Paul Biya? La campagne elle est terminée là maintenant. On essaie de lire. Bonsoir, les chiffres du Conseil constitutionnel proclamés montrent que le président Paul Biya perd de plus en plus en légitimité. Ils attestent que les Camerounais cherchent un autre guide pour conduire aux destinées du pays. On a fait avaler ces chiffres aux citoyens Flavien et Boudan depuis Bafoussam, qui dit qu'on perd de plus en plus de terrain. Bonsoir, chers panélistes, heureuse de suivre votre émission. 53,66% pour moi, c'est la preuve que la médiocrité du RDPC a contaminé le pays. Après 43 ans, les Camerounais vivent encore dans la faim, la misère, pas de route, soins. Mais ok, nous sommes des citoyens de paix. Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Félicitations au président. L'élection est terminée le 12 octobre. Quant au reste, pas de casse, pas de pillage. Merci Antoine depuis EDIA, qui écrivait qu'on puisse lire. Le raisonnement des Somba ne tient pas sur son concept de bikini. Moi, je dirais que c'est Kabara Libi qui a compris le jeu pour renverser le RDPC du pouvoir avec son concept d'11 millions de lecteurs qui prouve que si les citoyens s'inscrivent et vont massivement voter, Biya serait battu car il restera dans sa constance, c'est-à-dire 2,2 millions 5. Parce qu'on est entre 2 millions 5 et 2 millions 4 entre 2018 et 2025 et les autres gagneront. Et Somba doit accepter avec humilité et que le peuple camerounais dans sa majorité aspire à un bon changement. Adamou Robert depuis Tcholiré. Alors, ça fait plaisir de savoir que vous nous regardez à Tcholiré. Bonsoir plateau, c'est monsieur Zébazé. Votre plateau n'est pas équilibré. Bon, équilibré alors, allons-y. Équilibré. Il faut ceux qui vont aussi dire la vérité sur le plateau contre nos dirigeants. Mais j'ai l'impression que vous n'écoutez pas l'émission. Est-ce qu'on a flatté les dirigeants sur le plateau? Bonsoir, monsieur Zé. Très belle émission. Dites à monsieur Essomba qu'il est le genre de politicien qui cherche les portes parce qu'il a battu campagne. Il doit comprendre que le Cameroun appartient au Power RDPC. Monsieur est à la recherche d'une nomination. Vous n'avez pas répondu, Raoul de Garoua-Boulaye, à la question. Qu'est-ce qui justifie les chiffres aujourd'hui du président Biya? Si les élites travaillent naturellement dans leur région, le RDPC n'aurait même pas besoin de faire la campagne. Voilà également une autre approche. Bonsoir le panel. Prions Dieu pour notre pays. Merci le président national de l'ANPC, Amadou Aminou. Aidez-nous dans ces prières-là. Prions ensemble. Bonsoir à vous. Non. Comment est-ce qu'il demande qu'on ne doit pas inviter M. Essomba? Comment on va faire ça? On est en démocratie, non? En démocratie. Ça, le plateau, le score est dû au fait que le RDPC a perdu plusieurs soutiens. Tenez-vous tranquille, M. Zé, Paul Biya a perdu dans toute la diaspora, ce qui est incroyable. Ce score traduit simplement la légalité, mais pas la légitimité du peuple. Gauthier depuis Mendon, du côté de Yaoundé. C'est tout ça qui fait un chiffre global de 53,66%, y compris la diaspora. Bonsoir. S'il vous plaît, dites au monsieur du RDPC qu'un mensonge peut faire le tour du monde pendant que la vérité est encore en train de mettre ses chaussettes, ses chaussures. Le score de 53,66 du président Biya reflète tout simplement la fraude, le tripatouillage, le bourrage des urnes. Il ne nous revient pas, de lui de prouver car il est RDPciste. Jean Calvin depuis la frontière Cameroun-Guinée équatoriale qui pense que c'est le score de la fraude et quelqu'un demandait si c'était la fraude. Est-ce qu'on laisserait donc Paul Biya 53,66%? Comment encore que ceux qui sont arrêtés aujourd'hui pour fraude ne sont pas du RDPC. D'accord. Docteur Zanga, vous avez écouté les analyses des uns et des autres. On a pratiquement finalement un camp en face qui donne les arguments qui peuvent justifier. On a beaucoup entendu parler des problèmes internes au RDPC. Il faut les prendre en compte. Justement, il faut les prendre en compte. Il faut déjà intégrer le fait que le RDPC allait à cette élection avec 2 orientations. Le RDPC avait à défendre le bilan des 7 précédentes années. Il fallait faire le point de la politique des grandes, je pense, réalisations et dégager des perspectives de la politique de l'espérance et de la grandeur.
Faire le bilan des grandes opportunités. Des opportunités. Merci de rafraîchir ma mémoire. Et dégager dans les perspectives de l'espérance et de la grandeur. L'opposition devait faire l'autopsie de la politique des grandes opportunités. C'était deux approches sur le marché électoral. Alors, pour ce qui est de la stratégie interne du parti, le parti allait déjà avec beaucoup d'entorses. Le parti ne s'est pas réuni dans le cadre d'un congrès. Le parti n'a pas renouvelé à l'intérieur sa classe politique. Le parti également est sorti des renouvellements des organes de base qui ont fait il y a eu beaucoup de scissions à l'intérieur du parti et le parti n'a pas réglé l'entièreté de ses contentieux. Au niveau local, certains militants, certains cadres du RDPC travaillaient contre ceux qui avaient été élus lors des renouvellements des organes de base. C'est au niveau des arrondissements, des départements et même des régions. Certains présidents de section restent jusqu'ici contestés par la base militante, par une bonne partie des bases militantes à l'intérieur de leur fief. Et en plus de cela, on a ajouté les chefs de délégation permanentes, départementales ou régionales, non élus, qui deviennent les patrons politiques. Justement, il y a eu ce problème dans le RDPC dans certaines précédentes années. Les militants de base avaient les élus locaux avaient contesté les personnalités ressources. Qui avaient donc été bannies par le secrétaire général. Mais ces personnalités ressources sont revenues sous une autre forme. Quand vous avez un président de section RDPC qui est le patron politique dans une circonscription, et vous n'en faites pas le président, c'est lui qui représente le président Paul Biya dans l'arrondissement, dans sa circonscription. Vous n'en faites pas le président de la commission communale de campagne pour désigner un directeur général ou un ministre qui est extrêmement impopulaire. C'est-à-dire que certaines élites, certains politiciens par décret ont fait la preuve de leur impopularité dans leurs fiefs respectifs. On a fait confiance aux porteurs. On s'est dit qu'ils viennent avec les moyens. Justement, ils viennent peut-être avec les moyens, mais justement, ils sont contestés par les militants de base, justement parce que détenteurs de moyens, mais ces derniers n'ont pas la culture de la redistribution. La preuve, pendant les élections, quand les gadgets et le matériel de campagne arrivaient, ces derniers ne le redistribuaient pas de manière équitable, ce qui a créé des frustrations à l'intérieur de la formation politique. Le RDPC traînait aussi d'autres problèmes, des alliés qui n'étaient véritablement pas des alliés de poids. À l'intérieur du RDPC, certains alliés étaient boudés. Certains membres du RDPC estiment avoir mouillé le maillot en 2018, mais n'ont pas reçu de récompense. Des alliés de seconde zone, dont l'impact avait été faible, ont été récompensés au plus haut niveau. Et ils sont regardés en chien de faïence par les véritables militants du RDPC. Certains alliés détiennent des strapontins que certains cadres du RDPC escomptent et calculent depuis des décennies. Il y a cette frustration à l'intérieur du parti. Et cela est diffusé dans la base militante. C'est source de frustration. Parce qu'il faut bien analyser ces 53%. C'est pour cela que vous êtes là. Il faut bien analyser ces 53%, Jean-Jacques Zé. Certains venaient à des meetings, certains militants de base du RDPC venaient à des meetings par peur d'être étiquetés, d'appartenir à un parti d'opposition. Mais dans l'isoloir, ils sont restés souverains et ont opéré en toute liberté leur choix. La preuve, le verdict des urnes. Donc, c'est un... Moins 100 000 voix, ce n'est pas négligeable. Et aussi, Jean-Jacques Zé, on demande un peu trop aux ministres et directeurs généraux. Le président a été élu. Il va prêter serment dans quelques jours. Il a une feuille de route. Comme le dit la Constitution, il définit la politique générale de la nation. Info TV définit la politique générale de la communication sur l'année 2026. Il a donc besoin, pour des soucis de performance, de technocrates de haut vol en même d'implémenter ces politiques publiques. Ne demandez pas au professeur Luc Sindjoun, qui est un politologue à la notoriété avérée, de devenir un politicien.
Sa formation ne permet pas, il n'a pas été formé comme politicien, mais il est un universitaire de haut vol. Mais qui doit sa position administrative au président de la République? Il faut bien manifester cette reconnaissance au président en devenant malgré soi militant. Pauvre professeur. Vous descendez donc sur le terrain. Les politiciens de métier ont des techniques que ces administrateurs de haut vol, ces technocrates de haut vol, n'ont pas pour convaincre et séduire un électorat. J'ai donc vu des directeurs généraux baver sur le terrain à 2-3 heures du matin pour aller rencontrer un groupe de jeunes descendus du haut de leur prestige. Ce n'était pas évident. Mais le maire local, le député, sait par quel couloir passer, le président de section, connaît son territoire politique, connaît les adversaires, connaît quelle technique, quelle recette faut convoquer pour les ramener à la raison. Ne demandez pas à un professeur titulaire des universités formé en Allemagne ou en Grande-Bretagne de le faire à Doumentan, en Vengue ou à Kenzu ou à Bien Lemire. compliqué. C'est extrêmement compliqué ce qu'on demande à ces gens. Par contre, il faut sanctionner sur la base des contre-performances gouvernementales. Leur incapacité à implémenter la politique générale édictée par le président de la République. Et c'est Parce dans que c'est ce ça sens. également qu'il faut interroger. Les politiques publiques ont-elles été séduisantes? Là est un autre débat, mais Oui, qu'il on va y faut arriver. intégrer dans On l'analyse. fera un pont pour entrer dans ce Le président débat. de la République, donc, à travers cette élite qui réalise des contre-performances sur le terrain de l'implémentation des politiques publiques, le président de la République est donc sanctionné parce qu'il fait un mauvais, entre guillemets, un mauvais casting. On tolère le mauvais casting parce que je peux vous choisir, vous pouvez être très performant, Jean-Jacques, mais sur le terrain de l'implémentation, vous faites la preuve de vous démontrez vos limites. Je me dois, en tant que chargé du casting principal, de vous remplacer immédiatement. C'est la raison pour laquelle il aurait fallu qu'il y ait, au précédent mandat, des réaménagements du gouvernement. Voilà qui est clair. La base électorale, la base RDPC, je ne suis pas leur porte-parole, j'ai le sentiment qu'elle sanctionne aussi, entre guillemets, parce que le président gagne, mais avec une majorité extrêmement étroite. Il pouvait encore réaliser des scores soviétiques, puisque sur le terrain, pendant les campagnes électorales, on disait 100%. Donc, mais Sa Majesté ne peut pas devenir démocrate aujourd'hui et intégrer les 53% comme étant un score extrêmement honorable, et cela démontrerait qu'il y a une très grande ouverture, une culture démocratique. Du tout, 100% était escompté, mais nous avons obtenu 53%. Et c'est démocratique. On s'en contente, mais il faut tirer des leçons. Il faut tirer de façon froide. des leçons. Alors, on a donc avec deux thèses qui sa s'affrontent permission, désormais, celle interne au RDPC, PC. mais également, il faut interroger celle qui vient de l'opposition. Vous prenez la parole tout à l'heure, révérend. Est-ce que le RDPC est victime de lui-même sur ce score où il y a quand même une pénétration considérable en 2025 de l'opposition? Est-ce que c'est l'effet Chiroma? Jean-Jacques, je commencerai par la première interrogation et l'expression des trois co-panélistes qui m'ont précédé répond à cette première interrogation. D'ailleurs, ils l'ont dit, à commencer par celui qui représente le RDPC, Sa Majesté Ondondo, qui a commencé par dire que le RDPC a voté contre lui-même. Oui. Il l'a reconnu. Et le reconnaître, c'est aussi reconnaître un désaveu de ceux qui hier votaient pour le président Pobia, qui aujourd'hui le désavouent par rapport à, on peut aligner plusieurs explications, plusieurs hypothèses sur la gouvernance, sur la mise en œuvre de la politique publique dont on parle et tout, mais il y a un désaveu. Donc il y a déjà un désaveu à l'intérieur même du parti. Donc, une fois de plus, lorsqu'on ajoute à ça ceux qui ne sont pas militants du RDPC et qui crient sur tous les toits qu'ils ont soif d'un changement, ils ont soif d'une expression nouvelle, ils ont soif d'un visage nouveau, ils ont assez vu le même visage depuis 43 ans, ils ont assez assisté à la même gouvernance depuis, et ainsi de suite. Lorsqu'on ajoute
tout ça, on ne peut pas continuer à vouloir expliquer qu'il y a eu une bravoure du RDPC, qu'il y a lieu de se féliciter que c'est la démocratie de 53%. La raison fondamentale, je reconnais même aujourd'hui que c'est la démocratie, c'est dit qu'hier il n'y avait pas de démocratie. Hier c'était problématique. C'est dit qu'hier il n'y avait pas de démocratie, c'est soutenu qu'effectivement l'expression populaire commence à tordre le cou à la dictature. C'est aussi le soutenir quelque part. Il a parlé d'évolution. Non, pendant qu'il parle, nous écoutons aussi. Et comme nous écoutons ici, les Camerounais écoutent au quartier et partout ailleurs, les étrangers également écoutent. Donc, tout le monde vit ce qui se passe. Et une fois de plus, ce que nous avons comme manifestation après la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel n'est que l'expression d'un ras-le-bol, quelqu'un l'a encore dit dans ce plateau tout à l'heure. La chose que nous réprimons dans cette expression, c'est la casse. C'est la casse. Mais il faut remarquer que les Camerounais qui ont longtemps, dans le respect des institutions, dans le respect des textes et dans la crainte de la force publique, qui nous a toujours clamé qu'elle a le monopole de la violence, qui sont restés justement pendant longtemps cachés, n'ayant pas le courage de sortir pour, malgré toute cette force, malgré toute, finir par dire ce qu'ils pensent, sont sortis cette fois-ci. On a entendu ces jeunes, on va dire désœuvrés, on va dire, mais il y a des jeunes diplômés parmi les cadavres qu'on compte là, on compte également des jeunes bacheliers qui étaient à l'aube de leur vie, qui commençaient leur année universitaire et autres. Donc, il n'y a pas que les désœuvrés. Il y a le vote et le chiffre, mais il y a une autre contestation qui se vit Il y a une expression. Il y a une expression du peuple qu'on ne peut pas négliger. Il y a une expression populaire qui dit que, effectivement, le peuple avait besoin d'un changement. Et lorsqu'on regarde même ces chiffres que nous analysons, avec cette installation, nous l'avons dit lorsqu'on parlait lorsqu'on préparait les élections ici, et qu'on épiloguait là-dessus, nous l'avons dit que le chef de l'État, son Excellence Pobia, est le candidat le plus connu dans toute la République. Nous avons dit que le RDPC est le parti qui est le plus ancré dans toute la République, jusqu'au fin fond des villages, comme on dit habituellement. Nous avons même dit que rien que par la photo, certains de nos parents, entre guillemets, qui iraient voter, qui ont l'habitude de voter la photo, puisqu'il y a des commentaires qui ont dit que c'est la photo qui est présentée comme candidat contre des êtres humains et tout. Mais certains de nos parents qui ont l'habitude de voter dans cette photo, qui connaissent cette photo, qui l'ont dans leur salon, qui l'ont sur les murs de leur maison au village, cette photo qui est le décor dans les villages et tout, mais ils iraient voter forcément cette photo. Donc déjà, de prime abord, le RDPC partait gagnant par rapport à ce que nous on connaissait, par rapport à son assise, par rapport... Mais s'il y a eu ce revers, et si on se retrouve à 53,66%, on ne peut pas vouloir dire que le peuple ne s'est pas exprimé. On ne peut pas vouloir dire qu'il n'y a pas un rejet. On ne peut pas vouloir dire qu'il y a légitimité. La légitimité, c'était là parce qu'il y a 53%. Il y a rejet. Mais il y a baisse. D'accord, il y a rejet, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une poussée de l'opposition considérable? Oui, le regret aujourd'hui, en tant que citoyen, c'est de savoir que nous avons longtemps entendu la population appeler l'opposition à s'unir. Nous avons longtemps entendu la population demander un candidat unique ou bien consensuel à opposer le candidat du NDPC. Donc, c'est ce que cette population qui a appelé à cette candidature consensuelle unique peut avoir comme regret aujourd'hui, c'est de dire que finalement, ils n'ont pas eu en face d'eux des leaders politiques qui semblaient vouloir véritablement défendre leur cause. Ils ont finalement l'impression, ces Camerounais-là, d'avoir eu en face des leaders politiques qui partaient pour leur propre combat politique, qui partaient pour leurs propres aspirations, qui partaient pour leur propre élévation, pour ne pas dire qu'ils partaient pour leur propre ventre. Et voilà, donc c'est aussi sa déception. Qui veut donc dire que oui, les Camerounais, malgré tout, se sont exprimés pour dire que nous voulons un changement, pour ne pas dire nous n'en voulons plus. Nous voulons un changement. Malgré tout, se sont exprimés. Mais est-ce qu'ils se sont exprimés finalement à la faveur de ces hommes politiques-là, dits de l'opposition, qui ne les ont pas écoutés et qui n'ont pas fait alliance pour les présenter un candidat consensuel? Je dirais non. Ils se sont peut-être plutôt votés, ils se sont plutôt exprimés, je voudrais dire, contre
celui qu'ils disent vouloir changer. Ce qu'on pourrait donc dire, comme le docteur a souhaité tout à l'heure, un vote sanction. D'accord. Timothée voulait rapidement réagir avant que Maître ne prenne la parole à la suite des interventions du docteur et du révérend tout à l'heure, Timothée. Oui, à la suite de Stéphane Zanga qui relevait le problème de la redistribution. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, on assiste à une redistribution incrémentale ou familiale. On a une politique comme l'équilibre régional qui au départ est censé susciter l'adhésion de tous les Camerounais, qui s'est transformé en équilibre familial. C'est les mêmes noms de certaines grandes familles qui sont partout. Ça crée un sentiment de rejet. Il y a maintenant la rupture entre la base et le sommet, caractérisée par l'infodémie au niveau de la remontée des données. Et ça commence avec le flou sur la direction de campagne. Comment est-ce que c'est le RDPC qui dirige officiellement la campagne, mais les consultations sont faites ailleurs? Et au sorti de ces consultations, qui in fine ne savaient être qu'un exercice de style pour la figuration, tout le monde disait 100%, 100%. Aujourd'hui, on n'a pas eu 100%. Ça veut dire quoi? Paul Biya n'est pas allé à l'élection avec les données réelles de la frustration populaire. Il y a donc eu, je ne vais pas dire mensonge, peut-être occultation, parce que le mensonge est plus grave. On n'a pas donné les informations de base réelle au chef de l'État. Or, cet exercice de consultation, c'était parce que lui-même, du haut de sa tête, sentait qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Il a organisé les consultations pour qu'on vienne lui dire la vérité. Or, il semble, les faits démontrent qu'on ne lui a pas dit la vérité. Cette césure doit donc être sanctionnée. Parce que c'est comme si les gens s'attellent à couper le chef de l'État de la base. Et c'est pour ça que ce thème est très important. Vous voyez, on ne parle pas tous des autres partis politiques. Nous sommes en train de faire une sorte d'autopsie intra-RDPC. Et c'est bien l'objet de oui, l'émission. Parce que finalement, comme l'a dit le révérend Paco, le peuple n'a pas été tellement séduit par l'offre de l'opposition. Mais le peuple a décidé d'envoyer un message à celui qu'ils ont l'habitude d'aimer pour dire « ce n'est pas parce que nous t'aimons que tu dois exagérer ». D'accord. Majesté. Oui, moi je voudrais que il ne faut jamais oublier, hein, ça c'est pour nous tous, hein, que nous sommes dans un environnement démocratique. Hein. Ça veut dire que dans un environnement démocratique, il faut laisser la liberté l'emporter. La liberté l'emporter signifie que dans une élection, il y a eu 12 candidats. Le peuple, les citoyens sont appelés à choisir quel est le candidat, n'est-ce pas, qui leur plaît. Hein. On ne peut pas, sous prétexte qu'il faut absolument enlever l'homme par qui le changement arrive, et c'est le président Paul Biya, l'homme par qui le changement arrive, parce qu'il faut absolument l'enlever, c'est-à-dire réprimer les voix des autres citoyens pour choisir un candidat unique de l'opposition et tout ça. Tout ça, ce sont des stratégies qui, ma foi, ne sont pas des bonnes stratégies pour une démocratie comme la nôtre. C'est pour cela que dans une démocratie, il faut toujours laisser la liberté et le soin aux citoyens, n'est-ce pas, de choisir qui ils veulent. Et dans le cas d'espèce, je ne sais pas si c'était de manière organisée ou de manière stratégique, que, à part la majorité, n'est-ce pas, des citoyens, à part la majorité qui a choisi Paul Biya, il y a une bonne partie, n'est-ce pas, de la classe des citoyens qui a choisi Issa Chiroma. Est-ce que c'était par des... il y a eu un certain nombre je crois qu'il y a eu est-ce que c'était uniquement ceux qui venaient, n'est-ce pas, de Maurice Kamto, les militants de Maurice Kamto, ou bien, n'est-ce pas, il y a d'autres militants, toujours est-il qu'il y a une anecdote... J'aurais voulu que vous parliez davantage du il y a une anecdote, oui. Ça fait partie des analyses. Il y a une anecdote qui circule qu'il y a un candidat qui est allé pour voter. Lorsqu'il s'est retrouvé, lorsqu'on a voté, il était avec ses militants, ils étaient peut-être 7. À la fin, n'est-ce pas, lorsqu'on a décompté le nombre de voix, de ses voix au bureau de vote, on a trouvé une seule voix. Donc ceux qui le suivaient même, ces lieutenants ont voté contre lui. Dans tous les cas, avançons, Majesté. Donc c'est des choses, oui, c'est des choses qui arrivent. Donc, je dis donc que, dans le cas d'espèce,
Il faut accepter qu'il y a la démocratie au Cameroun. Oui, vous l'avez dit. Oui, et je ne sais pas pourquoi ça ne vous plaît pas. Non, acceptez nous ça. sommes d'accord. Oui, acceptez qu'il y a la démocratie. Nous sommes en train d'analyser une situation. Oui, et que en démocratie. Et que la victoire du président Paul Biya, on ne sait pas une victoire minime, c'est une grande victoire. C'est une victoire sur la démocratie, c'est une victoire, c'est une très bonne victoire. Et les Camerounais se sont prononcés et il faut respecter cette victoire. Il ne faut pas toujours s'attendre. Il ne faut pas toujours s'attendre dans les années à venir au score soviétique. Non. Le monde évolue beaucoup, le Cameroun également. Les démocraties sont toujours perfectibles. La démocratie camerounaise également est perfectible. La démocratie, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas également un rejet de vos politiques publiques? Est-ce qu'elles n'ont pas échoué en 7 ans? Est-ce que les Camerounais ont dit quelque chose? Parce qu'ils sont en train de citer les mêmes choses. Ouais, on ne peut pas. Il y a des gens ici à Yaoundé 3 ou Yaoundé 6 qui n'ont pas voté Paul Biya. Ils disent que c'est à cause des poubelles. Par exemple. On ne peut pas. Les autres n'ont pas voté parce qu'il n'y a pas la route, parce qu'il n'y a pas l'électricité, parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas ça. Ils disent qu'on aime le père. Tout le monde dit on aime le père, mais il y a ci, il y a ça. Et puis, on ne peut pas mettre au seul compte des politiques publiques. Parce que vous avez un bilan à défendre. N'est-ce pas la baisse, n'est-ce pas, de l'expression démocratique en faveur du président Paul Biya? Non, je vous ai dit. Mais c'est ça qu'on vous juge. Il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres facteurs. Il y a eu d'autres facteurs liés, n'est-ce pas, au désamour entre les intellectuels et les citoyens camerounais, de manière générale. Il y a eu ce désamour. Mais jamais revenu dessus. Qu'on soit intellectuel ou beau, ce qui est important, il y a même d'autres. Ce que vous avez fait. Il y a d'autres facteurs. Oui. Pourquoi ne fuyez pas la vérité? Suivez, écoutez bien. C'est moi qui fuis la vérité. Écoutez donc. Il y a d'autres facteurs, à part les 2 facteurs que nous venons. Il y a même des facteurs identitaires qu'il faut prendre en compte. On ne veut pas en parler. Non, attendez. Docteur, le facteur majeur quand on va à une élection, ceux qui sont au pouvoir viennent avec le bilan à défendre. Ça, c'est majeur. Ces facteurs sont importants. D'évaluation des politiques publiques. Vous ne pouvez pas minorer ça. Ce sont des facteurs importants. Tout ce que nous avons. Mais le premier, comme les 3 facteurs, dont les politiques publiques, les facteurs identitaires, vous comprenez un peu, et puis la démocratie. C'est tout à fait normal. Tout le monde est libre de s'exprimer n'importe comment. Mais il faut tenir compte de ces facteurs. D'accord, maître. Est-ce qu'au regard de ce qui a été dit, vous voyez que Timothée a été froid là-dessus, est-ce qu'au regard de ce qui a été dit, le RDPC allait à cette compétition sans être prêt en tant que machine politique? Le RDPC était prêt, mais vous savez, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle marché politique. Le produit est bien. Ce que vous envoyez des partis vendre le produit là, est-ce qu'ils vont vendre? Je vais vous dire quelque chose. Restons dans la logique. Oui, c'est ça. Restons dans la logique bikini pour qu'on comprenne mieux. Si vous avez un bon bikini qui est porté par quelqu'un qui... Vous savez, le chef d'État, je vais vous dire quelque chose, le chef d'État, quand vous voyez la population aime cet homme qu'on appelle Paul Biya, la population l'aime. Mais il y a certaines personnes qu'elle a pris. Certaines personnes que la population a rejetées, comme je venais de dire. Oui, on est d'accord là-dessus. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez Yaoundé 6, Yaoundé 7, il y a la poubelle partout. Est-ce que vous attendez le Yaoundé 4? Oui, disons, Yaoundé 4, oui, Yaoundé 4, même Yaoundé 3 ici. Oui. Je vais vous dire, le chef d'État a donné les gens pour travailler. Ce n'est pas lui qui sera au terrain. Il a donné sa politique pour le développement. Il a dit, allez travailler, il a donné les moyens. Ces gens-là sont arrogants. Je vous dis, les gens qu'on a mis devant, je vous dis, il y a les DG, les ministres, les maires, les députés. Ils sont arrogants avec la population. Vous voyez, eux, ils ne travaillent pas. Le chef d'État les a donné une politique, parce que le plan, la politique du chef d'État, c'est une politique de développement, de proximité. Pour servir la population, pour servir les personnes. Ce n'est pas pour servir un statut, c'est les personnes qui assument. Et je vais vous dire, quand vous voyez le pourcentage là, c'est un pourcentage qui est en train de mettre parce qu'il y a les séances qui viennent. Il faut qu'on se méfie. J'ai analysé, il faut qu'on se méfie. Il faut qu'on se méfie pour les résultats. Parce que vous voyez le législatif, si l'opposition prend le législatif, c'est fini. Vous ne pouvez plus gérer. Parce que c'est eux qui vont contrôler le législatif. Donc je suis en train d'exhorter. Le chef d'État a vraiment gagné. Ceux qui voulaient lui supporter, la population lui a supporté, il a eu 7 scores, mais on ne se décourage pas. Parce que ceux qu'on met au travail, vraiment, j'aurais dit au chef d'État que j'ai fait les enquêtes comme membre de la société civile. C'est que les gens m'ont dit, je voulais pleurer. Je voulais pleurer, mais dit que ces gens-là ne travaillent pas.
Ils sont là, ils font le showboy. Ils marchent avec les musiciens, ils marchent avec les stars, les footballeurs. Les musiciens. Les musiciens, ils faraudent, mais ils ne travaillent pas. Vous voyez quelqu'un là, il faraude l'argent. La population attend les bonnes routes. Ils attendent l'eau, ils attendent tout. Oui, ils sont là. Je vous dis la vérité. Ils ne travaillent pas. J'ai dit. Quel est le mec qui ne faraude pas à Yaoundé? Non, non, tout le monde faraude, mais ne nargue pas la population. Les gens voient la poubelle. Allez ramasser. Le Premier ministre avait même donné l'ordre. Il y a les gens qui ne respectent même pas le Premier ministre. Il a donné l'ordre, il a fait une réunion de crise pour les poubelles. Ils ont commencé, après ils ont lâché. Vous croyez que la population va accepter ça? Parce qu'il y a les séances qui viennent. Il faut qu'on se méfie. Les élections législatives et les élections municipales. Il faut qu'on vraiment on voit ça parce que le chef d'État est aimé. J'ai fait les enquêtes. Le président, pour le non-président Paul Biya. Il y a les gens qui ont dit que ceci. Que ces gens qui viennent nous parler là, vraiment, il faut qu'on va les discipliner. Ce n'est pas Est-ce parce qu'on n'a pas qu'ils l'impression, maître, qu'on n'a pas suffisamment aidé le candidat Biya quand on est à l'approche de l'élection, on voit 2 ou 3 chantiers lancés rapidement à Yaoundé. Ça a piétiné partout, les engins allaient dans tous les sens. On a des chantiers autoroutiers qui sont à l'arrêt, on a si à l'arrêt. Est-ce qu'on n'a pas fait aménager un bon pont qui permette que les gens entrent à cette élection-là avec un certain taux de satisfaction, un sentiment de ce que les choses vont bouger? Vraiment, vous voyez, comme vous venez de me poser ces questions, vous voyez, c'est maintenant qu'on va arranger avec les nouveaux faces que les gens vont voir. Parce qu'il y a les gens qui n'ont rien fait. C'est maintenant. Parce que la politique du chef d'État, c'était pour le développement, pour le bien-être des Camerounais, pour faciliter le mouvement, pour faciliter tout. Ceux-là qu'on les a mis, ceux qu'on les a mis, s'ils ne font pas le travail, c'est maintenant. Parce que le chef d'État, ils sont en train de nous écouter. La vérité, c'est maintenant qu'on va mettre ceux qui ne veulent pas travailler, qui veulent travailler pour les propres comptes, qui ne veulent pas travailler pour les Camerounais. Parce que le chef d'État a donné tout moyen. Il a dit, travaillez, je veux que mon pays soit bien. C'est pour ça qu'en 2018, il avait dit qu'il a un plan pour les jeunes. Il a un plan pour les femmes. Et les gens ont massivement voté. voté. Les gens n'ont pas, rien n'est fait. C'était on a voté, mais on n'a rien vu. Et son vient de dire. C'est qu'un point, ils amènent, par exemple, moi-même, j'ai vu le ministre de la Jeunesse. Tous les gens, c'est dans son village, c'est propre gens. Et ça frustre les autres personnes. Ça frustre les gens. D'accord.